Tout d'abord, je m'appelle Jenny Haddle. Je suis conseillère senior de l'apprentissage et de la gestion adaptée de Save the Children et Idéal que je vais présenter dans quelques instants. Et nous sommes ici aujourd'hui pour apprendre de nouvelles informations sur les pratiques prometteuses des activités pluriannuelles humanitaires récentes. Avant de commencer, un point très important, on vous invite à sélectionner votre langue d'écoute préférée. Cet événement sera disponible en anglais et en français. Et en cliquant sur le bouton d'un globe en bas de votre écran Zoom, vous aurez accès au système d'interprétation et vous allez pouvoir choisir soit l'anglais, soit le français. Donc, s'il vous plaît, faites cela maintenant. Cliquez sur le bouton d'un globe en bas de votre écran et sélectionnez ensuite l'anglais ou le français. Comme cela, vous allez entendre tout ce qu'on dit dans cette réunion dans votre langue d'écoute préférée. Maintenant, on peut commencer avec la présentation d'Idéal et le pourquoi et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je me suis déjà présenté, mais je suis ravi de vous accueillir dans cette séance. C'est la troisième séance dans une série organisée par Idéal. Comme vous voyez à cette diapo, Idéal, c'est une activité d'apprentissage financée par le BHA de l'USAID, le Bureau d'assistance humanitaire. L'objectif d'Idéal, c'est de renforcer les activités de sécurité alimentaire d'urgence et pas d'urgence en renforçant des compétences telles que la gestion adaptative, les données pour la prise de décision et aussi la cohérence HTP. L'objectif est de rendre tous les programmes plus efficaces. Nous gérons aussi le site web du réseau de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Vous pouvez trouver d'autres informations en cliquant sur le lien qu'on vient de mettre dans la boîte à discussion. Cette série de webinaires s'intitule La cohérence HTP en pratique, les points de vue de la communauté de mise en œuvre. La première chose à noter, c'est cette idée de la communauté de mise en œuvre. Idéal a comme mission, comme priorité, la mise en valeur des apprentissages des partenaires de mise en œuvre qui travaillent directement avec les communautés impactées. Nous sommes convaincus que le partage des expériences pratiques, tout comme on va faire aujourd'hui, avec une compréhension technique approfondie, c'est la meilleure façon de concevoir et de continuer à adapter des programmes de sécurité alimentaire qui sont efficaces. Il est donc très important de faire valoir les histoires et les pratiques qui ont lieu dans le cadre des activités en cours sur le terrain. L'autre élément ici, c'est la cohérence HTP. Qu'est-ce que c'est la cohérence HTP? Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Au début de 2022, le SAID a publié un document intitulé Des considérations programmatiques pour la cohérence humanitaire, développement et paix, une note pour les partenaires de mise en œuvre de l'USAID. On vient de vous mettre le lien vers ce document dans la boîte à discussion. Je vous encourage à lire ce document. C'est très utile pour vous donner les bases nécessaires pour notre discussion d'aujourd'hui. Dans ce document, on définit la cohérence HTP comme une pratique qui va promouvoir la complémentarité et la collaboration à travers les acteurs humanitaires de développement et de la paix pour maximiser l'impact et la durabilité des programmes et réduire le besoin pour l'assistance humanitaire au fil du temps. Autrement dit, la cohérence HTP, cela veut dire quitter nos silos et travailler ensemble pour garantir la durabilité de nos initiatives tout en répondant aux besoins d'urgence en cas de choc ou de crise et en même temps le fait de renforcer la résilience après une crise importante ou pendant une série de crises ou de conflits répétés. Et je pense que cela décrit très bien le contexte des activités pluriannuelles humanitaires dont on va parler aujourd'hui. Donc, même si l'idée du nexus de la cohérence HTP, ce n'est pas une nouvelle idée, les chocs sans précédent que nous observons aujourd'hui et le monde qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus interconnecté,
le fait plus important que jamais de quitter nos silos et d'adopter une approche plus collaborative. Idéal à étudier ce concept avec les partenaires de mise en œuvre dans les années récentes lors des événements d'apprentissage. Par exemple, une réunion en présentiel au Kenya en 2023 pour partager des connaissances et ces événements ont inspiré des publications dont on a parlé dans cette série de webinaires. Donc, si vous voulez creuser dans la cohérence HTTP après la réunion d'aujourd'hui, je vous encourage à suivre ou à visionner les enregistrements de cette série de webinaires et de télécharger le rapport en cliquant sur le lien que Bella vient de vous mettre dans la boîte à discussion. Moi, j'ai un apprentissage à partager avec vous de la série de webinaires de 2022 qui est très utile pour prendre en compte l'utilité des activités pluriannuelles humanitaires pour renforcer la cohérence HTTP. En effet, cet apprentissage vient d'une discussion avec une des activités présentes aujourd'hui, l'action complémentaire pour le renforcement de la résilience ou le projet CARB. Et voilà l'apprentissage. Le financement humanitaire sur le long terme est approprié dans des contextes où les chocs environnementaux réguliers sont la norme ou les conflits sont la norme sur le long terme, tels que la Somalie. Et bien sûr, la paix, c'est un processus, pas un seul projet. Il faut créer, renforcer des relations nécessaires pour réaliser la paix et cultiver l'autosuffisance au sein d'une population. Et pour faire ça, il faut une période plus longue que la période de 3 à 6 mois. Donc, dans un monde où ces situations complexes deviennent de plus en plus courantes, il faut prendre en compte, il faut déterminer comment améliorer la mise en œuvre des projets humanitaires aujourd'hui et à l'avenir. J'aimerais maintenant donner la parole à mon collègue Bjorn qui va nous présenter les détails du sujet de l'événement d'aujourd'hui. Merci Jenny. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Je me rappelle moi-même, je vais vous demander de m'aider si je parle trop rapidement et j'ai tendance à parler très rapidement, donc s'il y a un impact sur l'interprétation, dites-le moi dans la boîte à discussion, dites-moi qu'il faut me ralentir. Je l'apprécierai beaucoup. C'est comme cela que tout le monde va tirer toutes les informations nécessaires de la réunion. Cela dit, nous avons un ordre du jour assez simple. Aujourd'hui, nous allons commencer avec quelques informations de fond sur l'étude elle-même. Comment est-ce qu'elle s'était produite, c'était quoi la méthodologie, et puis nous allons nous plonger directement dans les résultats clés. Et nous avons des collègues avec nous, directement des activités elles-mêmes, qui vont nous donner quelques exemples concrets. J'espère que le webinaire d'aujourd'hui n'est pas seulement un résumé des résultats du rapport, mais j'espère qu'on va pouvoir apprendre directement de ces collègues qui étaient responsables pour la mise en œuvre. Nous allons revoir les résultats clés par thématique. C'est une lentille naturelle à appliquer, ou par phase plutôt. On va commencer avec la phase de conception et puis les leçons tirées de la mise en œuvre. Et en fin de compte, aujourd'hui, nous allons parler de quelques thématiques transversales qui ont été présentes à travers toutes les activités et aussi à travers toutes les phases. Nous voulons aussi, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans la fonctionnalité questions et réponses dans Zoom que vous allez trouver dans la barre outils en bas de votre écran, ou vous pouvez saisir vos questions quelconques dans la boîte à discussion et nous avons beaucoup de temps à la fin pour répondre à vos questions éventuelles. On va commencer directement avec un petit sondage. Si on peut lancer le sondage, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un sondage d'une seule question. Donc, dites-nous pourquoi vous avez décidé d'assister à cet événement. Je sais déjà quelle option je vais choisir. Je vais attendre 1 minute pour donner le temps de répondre à tout le monde.
Il n'y avait qu'une question, donc je pense que ça suffit, 7 petites minutes. Un plaisir de voir toutes vos réponses et des clarifications dans la boîte à discussion. Je peux vous dire que moi, j'assiste à des réunions pour éviter d'autres tâches parfois. C'est le cas pour 7% d'entre nous. Mais pour la majorité, nous sommes des metteurs en œuvre où nous nous intéressons à la mise en œuvre d'une de ces activités humanitaires pluriannuelles. C'est fantastique. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Ici, vous avez le rapport. Le rapport, Bella va vous mettre un lien direct vers le rapport dans la boîte à discussion. Le voilà. Et voilà la question qui se pose. Ce rapport vise quelle population? Et la réponse est là. Le rapport vise les personnes ici présentes aujourd'hui et mettre en œuvre des activités pluriannuelles ou les gens qui vont peut-être mettre en œuvre un tel projet à l'avenir. C'est un rapport qui vise les partenaires de mise en œuvre, les organisations de mise en œuvre, et le rapport vise des pratiques prometteuses et des leçons apprises des 5 premières activités humanitaires pluriannuelles du BHA. Il est venu d'où ce rapport? Il est venu d'une idée du BHA qui voulait étudier ces programmes pilotes pour recueillir les bonnes pratiques et les conseils techniques tirés des leçons apprises. Idéal voulait mener cette étude, c'était une grande opportunité parce que ces interventions humanitaires pluriannuelles sont une grande opportunité au niveau mondial aujourd'hui pour mettre en œuvre des programmes qui visent la cohérence HTP. L'idée est venue de nos collègues du côté du BHA. Idéal avait hâte de s'impliquer et il y a beaucoup de personnes qui ont participé à l'élaboration de cette étude. Nous avons nos collègues du BHA, on veut les remercier, mais aussi les partenaires de mise en œuvre eux-mêmes qui ont contribué directement. Ici, vous avez le résumé des 4 programmes d'urgence pluriannuels Bakary mis en œuvre par Mercy Corps et toute une variété de partenaires au Népal. Aussi, CARB, action complémentaire pour le renforcement de la résilience, un projet mis en œuvre en Soudan du Sud avec le NRC et d'autres organisations nationales que vous voyez à l'écran. Le projet ACCES, accélérer le relancement et la résilience au Soudan du Sud, mis en œuvre par World Vision et 2 autres organisations au Soudan du Sud. Et puis le projet Pathways to Resilience, les chemins vers la résilience, mis en œuvre par Catholic Relief Services avec un partenaire technique international. Et le dernier, mais pas le moindre, et malheureusement un projet qui n'a pas un bon acronyme, mais la création des chemins pour quitter la pauvreté pour les personnes très pauvres, qu'on appelle aussi UPG Baidoa, mis en œuvre par World Vision avec l'organisation Acted en Somalie. Et vous allez trouver plus d'informations sur toutes ces activités dans l'étude elle-même. Hein. Et je voulais juste vous les présenter rapidement. Ces projets pilotes du BHA. Et ces projets ont été lancés avec des appels d'offres pilotes. Et les 3 projets au Soudan du Sud ont passé par un processus compétitif. Et en Somalie, le mécanisme était différent, mais semblable. Voilà, toutes les organisations impliquées, les activités impliquées. Maintenant, je passe à la méthodologie de l'étude. C'était une méthodologie assez simple. Nous avons commencé avec une étude documentaire qui a été menée par nos amis chez Color Design. Et cette étude a pris en compte toute la recherche disponible sur
les interventions humanitaires pluriannuelles, on n'a pas étudié les interventions d'urgence où on ne s'est pas limité aux projets financés par l'USAID ou le BHA. On a pris en compte toutes les interventions pluriannuelles, interventions humanitaires pluriannuelles qu'on a pu trouver et les résultats ont visé les bonnes pratiques et les pratiques prometteuses. Donc, encore une fois, on n'a pas mesuré l'efficacité coût. Non, on a aussi on recherché des pratiques prometteuses. Et cette revue documentaire a été tenue en parallèle avec des entretiens avec les experts eux-mêmes. Et ces discussions avec les experts sont le cœur de cette étude. Nous avons parlé avec des experts de toutes les activités affichées sur la diapo précédente, avec d'autres experts clés du BHA qui étaient présents pendant la phase de conception jusqu'à la mise en œuvre et la clôture. Donc, le cœur de cette recherche est, encore une fois, les discussions qualitatives avec les experts du côté du BHA et du côté des partenaires de mise en œuvre. Et vous allez trouver plus de détails dans l'étude elle-même, mais pour aujourd'hui, je voulais juste partager ces éléments de base avec vous. Et les résultats ont été validés par les résultats de la revue documentaire. Après avoir rédigé le brouillon initial du rapport, nous avons mené un atelier de validation, notre opportunité pour les organisations de mise en œuvre et les BHA de se rassembler pour s'assurer que les résultats du rapport s'alignaient avec les expériences sur le terrain et l'expertise présente au sein de ces projets. C'est une conception, une méthodologie assez simple et directe et le rapport est censé être court, concis et plein d'exemples concrets pour mieux orienter les programmes à l'avenir. Sans plus tarder, nous allons creuser directement dans les résultats de l'étude. Comme j'ai dit, les résultats et l'étude ont été décomposés par étapes. Les 3 étapes naturelles à adapter, à appliquer, sont la phase de la conception, quand on solidifie les idées et on planifie les programmes. Il y a une phase de mise en œuvre qui est la phase la plus longue et qui est normalement une phase pluriannuelle, et puis la phase de la sortie et de la clôture. Et bien sûr, il y a un chevauchement entre les 3 phases. Il y a des éléments transversaux, mais nous allons commencer avec la phase de la conception d'abord. Un élément clé, dès le début, était qu'il faut planifier pour les crises. Dans les zones sélectionnées pour les activités humanitaires pluriannuelles, on aura toujours des chocs qui vont exiger l'adaptation. Il va falloir adapter les plans. Vous aurez besoin de la flexibilité. Donc, la flexibilité doit aussi aller au-delà la capacité de retarder quelque chose ou de modifier quelque chose. Vous allez vouloir probablement pouvoir changer de modalité à travers le Nexus HTTP et il faut planifier pour autant que flexibilité possible. Le dernier point à retenir pour la phase de la conception, c'est qu'il faut solidifier les partenariats en planifiant pour les chocs. On va en parler davantage quand nous entendons les exemples de nos partenaires dans quelques minutes, mais c'est quelque chose de très, très important. Vous avez aussi des exemples dans l'étude des accords tentatifs pour le soutien mutuel lors des chocs, mais quand les chocs se déclarent, les priorités changent, évoluent et les ressources vont être limitées. Donc, il faut s'assurer que dès la phase de la planification ou de la conception, qu'il y a une planification directe, il y a des protocoles d'accord avec les partenaires de mise en œuvre pour gérer les crises. Toutes les activités d'urgence pluriannuelles
ont été confrontés par un grand choc dans les premiers 6 mois de la mise en œuvre. Donc, c'est toujours pendant la phase de début, quand on est toujours en train de lancer des différents éléments du projet. Donc, ça, c'était une leçon très, très importante. Un autre résultat clé pour la phase de la conception, c'est l'importance de la co-création. Le processus de co-création est mené par les responsables du consortium après la réception des propositions initiales et la sélection lors d'un processus compétitif. Le BHA et les collègues et d'autres acteurs financés par le BHA, tels que WFP et la FAO et l'ONU et d'autres organisations, se rassemblent pour un processus organisé de quelques semaines pour raffiner les plans et les consortiums et les activités elles-mêmes. Ce processus de co-création est critique. Toutes les organisations ont signalé cela, que ce processus a été critique pour la réussite. C'est quelque chose qu'il faut continuer, qu'il faut appuyer. Et encore une fois, vous avez plus d'informations dans le rapport lui-même. Seth est ici avec nous du projet Accès. Encore une fois, c'est un projet au Soudan du Sud avec World Vision. Seth, si vous voulez allumer le micro, j'ai quelques questions à vous poser sur ce sujet-ci et on va pouvoir parler en détail des exemples. Seth était là en 2020 quand World Vision créait et concevait du projet Access. Donc, Seth, est-ce que vous pouvez nous parler des éléments qui ont garanti la réussite du projet Access? Oui, merci Bjorn. Le projet Access, nous avons pris en compte les éléments de renforcement de la paix. Nous voulions booster la résilience et la relance après crise et nous avons donc nous focalisé sur les services complémentaires qui tiraient l'avantage des programmes existants de la FAO, de l'UNICEF, de l'USAID, entre autres. Nous avons ciblé 25 000 foyers avec 151 000 individus à travers 4 comtés. Les interventions ont compris la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la protection contre la VBG et le soutien psychosocial, et aussi la réduction des risques des catastrophes, l'eau et l'assainissement. La conception a été menée en collaboration avec 2 ONG locales, nommément NAHO et le Consortium de développement humanitaire, le consortium HTC. À la fin du projet, en février, nous avions atteint un total de 237 000 individus, y compris 127 000 personnes déplacées. Notre revue finale a démontré la réussite de notre conception. Le score de consommation alimentaire a augmenté de 9,0 au début jusqu'à 29,6 à la fin du projet. Les foyers impliqués dans les activités non épargne a augmenté de 12,6% à 17%. Aussi, la proportion des bénéficiaires gagnant des espèces a augmenté d'environ 20% à plus de 50%. La proportion des foyers qui ont signalé une capacité améliorée à répondre et à se relancer après un choc a commencé de 6,2% au début jusqu'à 25,9% à la fin du projet.
Et ces réussites, ces réalisations n'auraient pas été possibles sans l'engagement actif des acteurs locaux. Étant donné le contexte au Soudan du Sud, nous avons travaillé avec 2 ONG locales et d'autres structures communautaires. C'était une de nos stratégies clés. Étant donné la nature multisectorielle du projet, les organisations et les structures locales ont pu sélectionner des domaines où chacune pouvait ajouter sa valeur au projet en fonction de son expertise technique et ses capacités. Les structures locales étaient soit fondées par le projet, soit elles étaient déjà existantes, mais avaient besoin d'une activation et d'une formation. Certaines de ces structures locales étaient menées, dirigées par le gouvernement. D'autres étaient des comités communautaires, des comités de réduction des risques des catastrophes, des comités de protection de l'enfant et aussi des comités de la paix. Plus précisément, certains acteurs locaux sont devenus le fer de lance de notre initiative pour la paix, parce que sans la paix, la mise en œuvre des autres activités n'est pas possible. Oui, on a identifié des rôles pour chaque organisation pour couvrir des secteurs différents. Les partenaires locaux nous ont aidés à identifier les besoins, à mettre en œuvre les activités et aussi ont assuré le suivi et l'évaluation et la pertinence. Cela a rendu le projet très proactif dans sa gestion de toutes les crises qu'il fallait gérer pour garantir la réussite de la mise en œuvre. Merci. Merci beaucoup, Seth. Est-ce que je peux vous poser une question de suivi? Pourquoi est-ce que World Vision a choisi de mettre en œuvre le projet avec les partenaires locaux, les organisations partenaires locales, et pas avec les partenaires internationaux qui auraient des capacités plus importantes à travers tous ces secteurs? Merci pour la question. Le problème, c'est le contexte fragilisé du Soudan du Sud. Les organisations locales connaissent mieux le contexte local. Donc, le fait de suivre ces organisations, de suivre la direction de ces organisations, cela veut dire qu'on travaillait avec des gens qui connaissaient déjà le contexte social, culturel, etc. C'était une grande force qui a permis à World Vision d'agir avec les partenaires qui connaissaient très bien le contexte sur le terrain. Et ça nous a permis d'éviter certains écueils et de nous focaliser sur les enjeux prioritaires pour renforcer l'efficacité de la mise en œuvre. Merci. Merci beaucoup, Seth. On va revenir à beaucoup de ce que vous venez de dire dans le reste de la discussion. Diapo, s'il vous plaît. Merci, Seth, encore une fois. On va continuer à revoir les résultats clés pour la phase de conception. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Tout d'abord, l'importance de l'orientation ou du conseil local, c'est quelque chose que nous avons entendu des autres acteurs aussi. Il faut avoir l'engagement communautaire et les approches axées sur les communautés, mais aussi au niveau de la conception des consortiums, il est clair que les organisations locales sont très importantes pour ces consortiums. Oui, c'est un élément clé qu'on va développer bientôt. Le prochain résultat pour la phase de la conception, c'est que les organisations ont parlé du besoin de planifier de l'espace pour les évaluations. Les évaluations ont lieu
pendant la phase de la mise en œuvre, mais même pendant la phase de la conception, il faut commencer le travail. Parce que les évaluations prennent du temps et des ressources pendant la phase de la mise en œuvre. Pour ces activités humanitaires pluriannuelles, les techniques et les modalités qu'on applique sont très, très différentes par rapport aux autres projets. Donc, même les organisations qui ont de longues histoires dans certaines régions géographiques, elles n'auront pas les capacités et les connaissances nécessaires pour commencer la mise en œuvre sans un recueil des données supplémentaires. Donc, des connexions existantes avec les communautés locales, etc., n'étaient pas suffisantes. Ce dont on avait besoin, c'était l'espace et les ressources pour s'engager avec la communauté, avec les évaluations qui visent les activités pluriannuelles et les différentes modalités qu'on utilise dans le cadre de ces activités-là. Quand les organisations conçoivent ces activités, il faut laisser de la place pour ces évaluations dès le début, tout en gardant à l'esprit que les contextes sont très complexes. Peut-être on va avoir un autre choc pendant cette période. Donc, si on attribue, si on alloue des ressources dès le début, c'est quelque chose de très important. Et dernier résultat clé, c'est qu'il faut profiter au maximum d'une conception pluriannuelle. On peut s'assurer de la continuité à travers toute l'activité. Certaines de ces activités ont utilisé un modèle graduel où les individus et les foyers passaient graduellement d'une étape à une autre au fil des 3 ans. D'autres ont répondu directement au contexte à travers tout le nexus HTTP en fonction des besoins ponctuels. Mais la chose la plus importante, peu importe la conception, c'est que les seuils doivent être flexibles. Il faut de la flexibilité d'année en année et de modalité en modalité et de secteur en secteur. Il faut pouvoir planifier pour les délais et il faut la flexibilité pour bien répondre. Donc, je vais utiliser beaucoup ces mots flexibilité, adaptabilité aujourd'hui, mais ces deux éléments sont vraiment les clés de la réussite d'après les exemples qu'on a trouvés dans notre recherche. Cela m'amène aux résultats clés pour la phase de la mise en œuvre. J'ai déjà touché à la première leçon dont on a beaucoup parlé pendant les discussions autour de la phase de la conception, et c'est l'utilisation d'un modificateur de crise. Toutes ces activités humanitaires de pluriannuel ont utilisé le mécanisme du modificateur de crise au moins 2 fois pendant la mise en œuvre, parfois jusqu'à 4 fois. Et bien sûr, c'est quelque chose de très important. Il faut planifier pour garantir la réussite. Le processus de ce mécanisme est élaboré entre les partenaires de mise en œuvre et le BHA. C'est un mécanisme assez direct qui est aussi très réussi. Il faut d'abord identifier les populations vulnérables, les besoins. On élabore un plan pour répondre à ces besoins immédiats et puis on demande l'approbation du BHA. Et le BHA nous a dit, littéralement, une demande d'approbation peut être un document d'1 à 2 pages qui résume les besoins et le plan de réponse. Les organisations ont indiqué qu'ils ont soumis des propositions très, très courtes et tout le monde était d'accord que le BHA a répondu très, très rapidement dans le cas de ces demandes de modificateurs de crise. Mais il y avait toujours certains délais, souvent à cause des mécanismes de cluster, où il fallait coordonner la réponse avec d'autres organisations. Donc, un des résultats clés, c'est qu'il faut pré-planifier l'engagement avec les clusters, clarifier ce qu'on peut faire, ce qu'on peut couvrir,
et ce qu'on aimerait faire ou couvrir en cas de choc et de garantir la coordination avec d'autres organisations. Et il faut tout documenter dès la phase de la conception. Il faut des protocoles d'accord très clairs pour garantir la responsabilité de tout le monde. Et puis, dans les accords, on met à côté 10% pour le mécanisme du modificateur de crise. C'est un montant important, mais qui peut couvrir les coûts des petits chocs et des chocs moyens, mais ce mécanisme de modificateur en cas de crise n'est pas conçu pour répondre à une crise humanitaire d'échelle. Dans ce cas-là, il va falloir coordonner avec d'autres acteurs, avec tout le cluster et avec d'autres partenaires. Il va falloir être clair sur les limitations de l'envergure de l'activité. Et en fonction des limitations de cette modificateur de crise, peut-être on va devoir dépendre pas seulement d'autres acteurs, mais d'autres ressources au sein de votre organisation ou d'autres acteurs humanitaires en dehors du contexte local. Et dans l'idéal, on fait tout cela avant qu'un choc se déclare. Et continuons sur cette question de modificateur de crise. Wilfred, je vais vous demander d'allumer le micro. Wilfred est le responsable d'équipe de projet pour le projet P2R de CRS. Je suppose que vous êtes comme le chef de partie adjoint. Wilfred travaille avec P2R pendant longtemps. Donc, Wilfred, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une activité de résilience passée où vous avez dû répondre à un contexte en pleine évolution? Merci beaucoup. Oui, merci Bjorn. Au cours de la phase de la mise en œuvre, nous avons dû utiliser le modificateur en cas de crise 2 fois pour répondre à des chocs aigus qui ont impacté nos opérations. Je peux vous donner un exemple. Il y avait une arrivée massive des réfugiés de l'Éthiopie et du Soudan à cause de la crise dans cette région-là. Ces réfugiés avaient besoin d'une aide de sauvetage immédiate et directe. Sinon, ils auraient dépendu des ressources au sein des communautés que nous essayons de soutenir. Donc, cette arrivée de réfugiés a eu un impact sur nos interventions. Donc, dans ce cas-là, nous avons fait une évaluation rapide des besoins dans nos communautés. Nous avons créé une proposition pour le BHA décrivant les besoins immédiats de cette population. Et avec l'appui du BHA, nous avons pu aider les réfugiés avec l'appui d'urgence tout en protégeant les acquis dans les communautés que nous soutenions. Merci. Est-ce que vous avez pu planifier cette réponse en avance? Oui, nous savions que les crises étaient probables, mais nous ne savions pas quand et où la crise allait se déclarer. Donc, notre conception a inclus un modificateur de crise en cas de crise qui nous a permis de répondre à la crise actuelle quand elle s'est déclarée. Donc, c'est grâce à la flexibilité intégrée dans la phase de la conception qui nous a permis de répondre rapidement en cas de crise. Merci. Une dernière question. Donc, vous aviez cette flexibilité. Vous avez pu soumettre une mini-proposition après une évaluation rapide, mais qu'est-ce qui a été le résultat? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas spécifique? Oui, nous avons pu stabiliser la population locale aussi rapidement que possible et répondre aux besoins des personnes déplacées par cette crise. Merci. Et je veux être très clair, mais
quel a été l'impact sur les activités en cours, les activités de long terme de renforcement de la résilience que vous faisiez dans les mêmes communautés? Le modificateur de crise nous a permis de continuer avec ces activités de long terme avec les communautés, ce qui a permis la continuité du projet, tout en répondant aux besoins immédiats des personnes déplacées. Merci Wilfred. Et je pense qu'on va revenir vers vous plus tard. Merci beaucoup. Oui, c'est un très bon exemple du modificateur en cas de crise. Je pense que le CRS a pu répondre aux besoins immédiats des personnes déplacées arrivées dans ces communautés. Et en même temps, on a pu continuer avec les activités de longue durée parce que les communautés hôtes n'étaient pas responsables pour ces besoins immédiats. La communauté hôte a aussi reçu un appui pour continuer les activités de renforcement de résilience. Donc, c'est le scénario idéal et vous pouvez lire davantage sur des réponses semblables dans le rapport lui-même. Je vous rappelle, encore une fois, nous sommes à mi-chemin dans notre séance, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours saisir vos questions éventuelles dans la boîte à discussion ou dans la fonctionnalité questions et réponses. Mais on va continuer. Je vous ai déjà donc beaucoup parlé de l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité, mais on revient encore une fois à cette idée. La revue documentaire a appuyé cela, a validé le résultat des entretiens avec les informants clés. Pour chacune de ces activités, la flexibilité a facilité la réussite du projet. Nous avons trouvé que les activités humanitaires pluriannuelles marchent le mieux quand la flexibilité et l'adaptabilité sont priorisées à toutes les étapes et à tous les niveaux, y compris la phase de la planification, du financement et de l'évaluation. Pour renforcer cette flexibilité, les partenaires de mise en œuvre devraient utiliser des stratégies de gestion adaptative avec des moments réguliers pour la réflexion, pour atténuer les défis de réponse en même temps qu'ils se présentent. Puisque ces activités pluriannuelles sont plus longues, elles ont plus de défis auxquels il faut répondre, mais aussi plus d'opportunités pour la flexibilité. Et il y a aussi beaucoup d'opportunités pour la flexibilité et pour garder la communication ouverte. Dernier élément, la flexibilité ne devrait pas se limiter à une seule modalité, à un seul secteur ou à un seul élément du nexus HTTP. Merci. Diapo? OK, dernière diapo sur les résultats clés pour la phase de la mise en œuvre. Encore une fois, les éléments des activités pluriannuelles menées par les entités locales ont des impacts plus durables. Donc, il faut travailler sur l'engagement communautaire, il faut mettre les priorités de ces communautés au cœur de son travail tout au long du projet et il faut organiser des séances de réflexion régulières tout au long du projet. C'est très, très pertinent pour ces activités pluriannuelles. Il faut créer ces structures pour l'évaluation régulière et créer des opportunités pour les modifications, les ajustements et la flexibilité. Quand nous parlons des activités menées par les organisations locales, je parle bien sûr des ONG locales, si elles font partie de votre consortium ou pas, mais aussi les parties prenantes de la communauté qui sont impliquées. Mais donc, on ne se limite pas aux ONG locales, il y a aussi le gouvernement local, les instances gouvernementales locales, les entreprises privées qui peuvent fournir les services d'une façon durable ou aussi à travers les relations informelles. Il y a un très bon exemple dans l'étude où la sécurité
a été beaucoup amélioré par les connexions locales et on a pu garantir la continuité d'accès grâce à ces efforts-là. Donc, pour les interventions pluriannuelles, il faut être aussi local que possible dans la direction et l'orientation de ces activités. Voilà. Donc, nous arrivons maintenant dans la dernière partie, la dernière phase des résultats clés, les stratégies de sortie. Et nous avons plus de détails dans l'étude elle-même, mais les résultats de base sont assez simples. Tout d'abord, une organisation qui met en œuvre une activité pluriannuelle doit commencer avec la conclusion en tête. Parfois, c'est très difficile quand on a une activité pluriannuelle, surtout quand on est dans le côté humanitaire du Nexus HTP, mais il faut penser à la durabilité même dans la phase de la conception, penser à ce qui va pouvoir perdurer après la fin du programme. C'est une pratique critique à maintenir. Il est aussi important d'avoir une stratégie de sortie bien documentée et il faut mettre cette stratégie à jour régulièrement. Et dernier point, les sorties sont plus longues que vous n'auriez pensé. Il y a quelques exemples dans l'étude où les partenaires de mise en œuvre des interventions humanitaires pluriannuelles voulaient donner le relais à notre mécanisme de financement. Donc, donner la responsabilité pour certaines activités efficaces à d'autres mécanismes de financement, que ce soit un acteur du développement ou une autre prolongation d'une activité humanitaire. Surtout avec les partenaires humanitaires, ces processus exigent parfois des années. Donc, il faut penser à la stratégie de sortie pour toutes les activités ou certaines activités dès la première année, même si on ne vient pas de commencer. Ça va prendre du temps. Et j'invite maintenant Sriju de Mercy Corps au Népal d'allumer le micro. Sriju, vous aviez un exemple formidable chez Bakary où vous avez pu continuer votre impact même après la fin du projet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Oui, merci Bjorn et bonjour à toutes et à tous. Donc, quant à la stratégie de sortie, il faut avoir une idée très claire dès le début. Je me souviens toujours de nos discussions initiales avec le BHA et dès le début, ils étaient très clairs que Bakary n'allait pas avoir de prolongation ou même pas de suivi. On n'allait pas avoir une activité de suivi. Donc, dès le début, c'était très clair pour nous chez Mercy Corps et on l'a aussi expliqué à nos acteurs locaux, nos parties prenantes locales, y compris le gouvernement local, les partenaires locaux. Donc, les attentes étaient très claires dès le début. Et avec cela en tête, nous avons organisé des séances et des processus, par exemple, des séances de revue semi-annuelles où nous avons travaillé avec nos partenaires pour développer ces stratégies en avance. Et voilà, les processus SLA étaient à la base de cette stabilité. Et nous avons continué avec les partenaires locaux pour penser la durabilité. Et un de nos partenaires privés, Aria Technologies, est entré en jeu. Ce n'était pas un de nos partenaires initiaux, mais nous avons travaillé avec eux pour répondre aux besoins immédiats du programme, mais aussi parce qu'ils voulaient continuer et élargir le programme, ou les activités plutôt.
Nous avions aussi un partenariat avec MC, avec Merci Corps et avec d'autres acteurs aussi. Très bien. Merci beaucoup, Shreju. C'est un exemple parfait. Avec cette société de technologie, qu'est-ce qu'elle a fourni? C'est une société népalaise fournisseur de services. Donc, ils ont déployé un système qui utilise des bons pour distribuer des interventions de sécurité alimentaire. Ils ont développé une application comme un outil de gestion pour suivre le déploiement de l'assistance et d'autres facteurs aussi. C'était un package complet qu'ils ont développé. Ils ont aussi développé des cartes pour ces bons avec un code QR. Et avec ce code et cette carte, les participants pouvaient acheter la nourriture et d'autres biens nécessaires. Formidable. Donc, vous avez travaillé avec une société technologique locale. Vous avez développé un outil de gestion des projets autour de ces bons, ces cartes. Mais comment est-ce que vous avez pu durabiliser tout cela pour garantir la continuité même après la fin du projet Bakary? Dans le contexte du Népal, nous étions dans une zone très reculée dans les montagnes. La connexion Internet, par exemple, est très faible. C'est toujours le cas. Donc, Aria Technologies, l'utilisation de son appli s'est améliorée avec le temps. Donc, il fallait avoir une appli qui marchait aussi sans connexion Internet. C'était très important pour notre contexte. Et au niveau de chaque foyer, on pouvait décider le nombre de produits dont ils avaient besoin et aussi ils pouvaient signaler des problèmes spécifiques. Pas seulement des problèmes avec les biens qu'ils avaient achetés, mais aussi les problèmes autour du genre, par exemple. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un en situation de handicap dans le foyer, ou s'il y a quelqu'un qui ne peut pas aller au marché pour aller chercher les biens, l'appli notait cela et on a pu donc s'assurer que ces biens arrivent dans le foyer par un moyen ou par un autre. Et les fournisseurs pouvaient aussi utiliser les informations de l'appli pour avoir les stocks suffisants. Comme cela, on a réduit le gaspillage. Il n'y avait pas beaucoup de stocks dont on n'avait pas besoin. Et chez Merci Corps, nous ne voulions pas conclure, nous ne voulions pas que ce processus se termine avec la fin de Bakary. Donc, nous avons aider le développeur, l'éditeur de logiciels pour adapter l'appli à d'autres plateformes et garantir sa continuité. Donc, c'était bon pour cette entreprise et bon pour nos bénéficiaires aussi. Très bien, c'est un très bon exemple, merci. Et maintenant que le projet Bakary a conclu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous avions plusieurs stratégies de sortie planifiées dès le début. Et les fournisseurs sont toujours des partenaires du Merci Corps, mais le système est organisé par cette société de technologie. Et on utilise maintenant cette appli, pas seulement avec les projets Merci Corps, mais avec d'autres organisations aussi. Et nous voulons maintenir ce système qui est très efficace au niveau des coûts, pas seulement dans les contextes des petites crises, mais aussi des contextes des grandes crises, si elles arrivent à l'avenir. Et ce système, on peut aussi l'utiliser à une plus grande échelle avec certaines personnalisations.
On peut aussi utiliser l'appli avec des projets Start. Et il y a 20 organisations locales différentes qui utilisent cette application, qui est aujourd'hui très facile à utiliser et très facile d'accès pour les communautés locales. Et la société de technologie continue à travailler sur l'appli. Ils travaillent aujourd'hui avec Mercy Corps, Oxfam et d'autres organisations aussi. Voilà. Donc ça, c'est du côté du secteur privé, mais du côté de la stratégie de sortie, nous avions plusieurs activités planifiées. Par exemple, nous avions une approche PLAISE, où il y avait plusieurs niveaux de transition planifiés. Les connaissances et les systèmes étaient transférés vers les autres en plusieurs phases. Le gouvernement local s'est engagé à répondre de façon proactive à des petites crises au niveau local, parce que trop souvent, le gouvernement a tendance à demander aux ONG internationales leur appui directement, même si le gouvernement local a les capacités de répondre en cas de crise. Donc, en signant un accord, le gouvernement local s'est engagé à répondre en cas de petite crise. Nous avons aussi mené une réunion conjointe avec un autre programme de l'UNICEF sur la stratégie de sortie et on leur a transféré tous les documents nécessaires pour que ce projet de l'USAID pouvait continuer toutes nos activités possibles. Et comme cela, les efforts ont continué sans interruption. Wow, c'est un exemple fantastique. Vous avez commencé dès le début avec, ou vous avez commencé plutôt avec cette idée de transférer la technologie dès le début. Vous avez travaillé avec des acteurs locaux et avec le gouvernement. Voilà, vous avez coché toutes les cases. Merci beaucoup de vous être connecté, même s'il est tard le soir pour vous. Maintenant, nous passons aux thématiques transversales. Voilà, ce sont les grandes thématiques que nous avons remarquées dans toutes les phases chez tous les acteurs. Et nous voulons nous assurer qu'il y aura du temps pour les questions à la fin. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions. Et je vais demander à Seth, encore une fois, d'allumer son micro pour nous donner un autre exemple concret de l'activité Access au Soudan du Sud. Seth, est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple rapide de comment vous avez travaillé à travers le Nexus HTTP et d'après vous, qu'est-ce que les autres projets devraient tirer de votre exemple pour les projets d'avenir? Merci, Bjorn. Je vais répondre à la deuxième partie de votre question en premier, et puis vous parlez de l'intégration du HTTP dans la mise en œuvre du projet Access. Il y a 3 recommandations que j'ai à partager pour les projets d'avenir. Tout d'abord, le renforcement de la paix mené au niveau local. Deuxièmement, l'utilisation des structures communautaires dans la sélection des participants et d'autres activités de mise en œuvre. Et troisièmement, pour les activités des réponses rapides et les modificateurs en cas de crise. Pour le renforcement de la paix, les acteurs locaux ont rassemblé leur communauté dans des conférences de paix, des activités sportives et d'autres activités pour la jeunesse, telles que les pièces de théâtre, et ont aussi mobilisé ces communautés pour discuter des stratégies pour la consolidation de la paix. Dans le contexte du Soudan du Sud, nous vivons un contexte très fragile. Il n'y a pas d'accès à l'éducation et beaucoup de personnes dépendent
du bétail, de la pêche, de l'agriculture, de subsistance. Et il y a aussi beaucoup de violence. Et les partenaires locaux qui ont mené ces initiatives de renforcement de la paix locale ont fait signer des accords de paix entre les communautés. Et ces acteurs locaux ont même invité les membres de la diaspora sud-soudanaise pour participer à ces conférences de paix. Et c'était des conférences en présentiel, en personne, qui ont invité des représentants de la diaspora et du gouvernement. Et les conférences étaient facilitées par World Vision. Mais c'était les organisations locales qui ont presque tout organisé. Et lors d'une de ces conférences, l'année dernière, en mars de l'année dernière, nous avons rassemblé environ 20 000 personnes en personne pour participer à ces activités censées cultiver la coexistence paisible. Et aussi les structures de développement communautaire. Nous avons dépendu des comités du développement communautaire pour la mise en œuvre de plusieurs interventions. Et le leadership de ces organisations nous a aidés à lutter contre la désinformation et répondre aux plaintes. Les communautés locales ont travaillé sur les marchés locaux, le WASH et d'autres activités, la prévention de la VBG, l'épargne, les crédits, la formation et la formation professionnelle. Par exemple, ces communautés communautaires ont aidé des jeunes à risque, d'anciens enfants soldats, entre autres, avec des formations. Environ 400 jeunes ont reçu une formation et ont reçu aussi des kits de start-up pour lancer chacun sa propre petite entreprise. Et ces personnes, ces jeunes, ont pu donc éviter d'autres activités plutôt négatives. Et ils ont aussi contribué à la résilience. Un autre aspect critique, c'est le modificateur en cas de crise. World Vision avait planifié pour 3 réponses en cas de crise pour les 3 ans du projet. Mais dans la dernière année, nous avons eu l'opportunité de mettre en œuvre un 4e modificateur de crise grâce à un certain montant que nous avons pu épargner avec le bailleur de fonds. Et aussi pour répondre à l'arrivée des personnes des autres pays voisins à cause des conflits. Il faut donc avoir une gestion adaptative très forte. Il faut garder contact avec le contexte et même dans des cas imprévisibles, en travaillant à travers le Nexus HTP, on a pu augmenter l'efficacité du projet et on a pu utiliser nos ressources de la manière la plus efficace pour répondre aux défis sur le terrain et pour garantir les résultats plus durables. Merci, Bjorn. Merci encore une fois à vous, Seth. J'apprécie beaucoup votre partage et ces exemples de comment travailler à travers le Nexus HTP. C'est toujours mieux d'entendre de ceux d'entre vous qui ont les expériences directes. Je n'ai pas d'exemple direct pour la localisation. Je pense qu'on peut penser aux exemples que nous avons déjà entendus, mais il faut reconnaître que oui, quand on intervient au niveau local, on travaille avec les partenaires locaux, il y a une direction qui vient du niveau local. Cela contribue beaucoup à la réussite. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui.
Et j'invite Sriju du Merci Corps à allumer le micro encore une dernière fois. Sriju, est-ce que vous pouvez nous parler d'une des thématiques transversales dans l'étude, la priorisation du genre et de la jeunesse? C'était quelque chose de très clair et Merci Corps a un très bon exemple que vous appelez l'approche Jessie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que c'est cette approche Jessie? Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple? Oui, cette approche Jessie au Népal, c'est pas seulement une approche qui vise le genre et la jeunesse, mais aussi l'égalité et l'inclusion sociale, parce que l'inclusion sociale est un très grand problème ici au Népal. Donc, cette approche Jessie vise non seulement le genre, mais aussi les groupes exclus de la société, que ce soit à cause de la caste, d'autres minorités ethniques. Nous voulons les inclure, les intégrer, les impliquer dans le cœur de nos activités dès le début. Les leaders des communautés, normalement, ce sont des hommes qui sont à la tête de ces instances et aussi des hommes des castes supérieures. Mais avec cette approche Jesse First, personne n'a été laissé pour compte dans la communauté. Nous sommes arrivés à intégrer toutes ces personnes dans les instances décisionnelles. Merci. Et quel a été l'impact sur Bakary et comment est-ce que cela s'est produit sur le terrain? Oui, cette approche a été conçue dès le début. Je me souviens, on travaillait sur la proposition pour Bakary, nous faisions des visites sur le terrain et nous avons visé dès le début l'efficacité d'une telle approche chez Bakary. Donc même en concevant de l'organigramme pour le projet, nous avons inclus un poste de directeur qui était responsable spécifiquement pour cette approche. Donc, c'était quelque chose qui était central pour notre activité. Et il n'y avait pas seulement ce directeur, tout le personnel qui ont travaillé sur cette approche avait des contacts directs avec des organisations partenaires, organisations locales. Donc, du niveau du terrain jusqu'au niveau de la direction, cette approche a été bien représentée et bien intégrée. Et qu'est-ce qui a été le résultat? Un ciblage très robuste, pas seulement au niveau du personnel, mais aussi dans la sélection des communautés, la sélection des participants, parce que nous avons utilisé des critères de vulnérabilité pondérés. Et nous avons pu donc cibler pas seulement un équilibre homme-femme, mais d'autres aspects de l'identité aussi, le handicap et d'autres facteurs de la vulnérabilité. Et nous avons fait cela en concertation avec la communauté pour éviter tout conflit plus tard dans le projet. Et il y avait aussi des modèles spécifiques à cette approche Jessie intégrés au projet. Par exemple, nous avions ces dialogues du foyer où les membres du foyer se rassemblent pour parler des problèmes ou des opportunités au niveau du foyer. Et ces activités ont produit de meilleurs résultats. Et au-delà de ces activités standardisées, les activités de Jessie étaient intégrées dans chacune de nos thématiques. Les moyens de subsistance, l'agriculture, la sécurité en ressources des ressources en eau, etc. Donc, la Jessie a été intégrée à travers tout le programme. Donc, voilà comment nous avons conçu de cette approche et aussi comment nous l'avons intégrée et comment elle a produit des résultats. Voilà, oui, tout à fait. Tout comme vous avez dit, cette approche a renforcé les résultats pour le projet Bakary et c'était le cas aussi pour d'autres acteurs. Et il y a plus d'informations dans le rapport, comme toujours. Dernière thématique transversale,
nous étions plus ou moins choqués que le climat a été évoqué comme thématique transversale par plusieurs projets. Wilfred, est-ce que vous avez le temps pour une question rapide? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple rapide de comment le projet Pathways to Resilience, les chemins vers la résilience, ont intégré ou pourquoi vous avez décidé d'intégrer le climat comme thématique? Oui, notre projet, c'était un projet multisectoriel et nous avons observé une demande du côté de la communauté de les aider à s'adapter au changement climatique. Nous avons donc travaillé avec les communautés pour nous assurer qu'ils mettaient en œuvre des pratiques agricoles responsables par rapport au climat. Parce que ces communautés sont très touchées par les impacts du changement climatique. Donc, il était important de travailler avec ces communautés pour les aider à s'adapter. Oui, merci encore une fois pour l'exemple très clair. Les communautés le savent déjà. Les communautés ont vu le changement et elles savent que l'adaptation sera nécessaire. Donc, voilà, merci pour cet exemple fantastique. Nous avons environ 15 minutes pour répondre à vos questions. Merci encore une fois à tout le monde qui a partagé des réponses. J'ai déjà répondu à certaines questions dans la boîte à discussion. Si vous n'avez pas encore posé de questions, vous pouvez, ou vous pensez qu'une question dans la boîte à discussion est très importante, vous pouvez donner un pouce en l'air à une des questions de vos collègues pour attirer notre attention et appuyer la question. Merci à tout le monde qui a contribué à l'étude. Il y a certains d'entre vous ici aujourd'hui qui n'ont pas pu l'occasion de parler aujourd'hui. Avec les interventions pluriannuelles, on est dans la phase finale dans ce moment. Donc, certaines personnes qui ont contribué à l'étude travaillent maintenant pour d'autres projets. Donc, un grand merci à ces personnes-là et à toutes ces personnes qui assistent à l'appel aujourd'hui. Merci d'avoir partagé vos expériences et votre sagesse. Il y a plusieurs questions auxquelles j'aimerais répondre. Et je vois une question pour Seth. C'est une question anonyme. Seth, est-ce que vous êtes là toujours? Est-ce que vous pouvez allumer le micro? Oui, oui. Il y a une question pour vous. Est-ce que la structure que vous avez créée fonctionne toujours aujourd'hui? Et si oui, quel a été le facteur critique pour garantir sa continuité? J'essaie de me souvenir, on parle de quelle structure ici? Oui, 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 j'ai parlé des structures telles que les comités du développement communautaire qui sont toujours en place. Il y a aussi les départements gouvernementaux pertinents, locaux, qui continuent ce travail et les comités de réduction de risques de catastrophes qui existent toujours parce que les désastres tels que les inondations, etc., continuent à sévir dans ces communautés ciblées. Nous avons aussi les comités de la paix qui continuent à travailler, à faire son travail, même après la fin du projet. Et voilà, tous ces organismes ont aussi des liens avec les ONG locales avec lesquelles nous avons travaillé. Et donc, ils ont pu garder ce lien préétabli par notre projet, garantissant la continuité de ces structures. Merci, merci beaucoup. Je pense que c'était ça la réponse voulue par cette personne anonyme. Nous avons une question assez courte encore, anonyme. Je participe aujourd'hui à une activité de co-création et l'organisation principale a décidé la conception du projet. Est-ce que c'est normal? Oui, peut-être, mais est-ce que c'est une bonne pratique? Je dirais que non. Donc, même si c'est normal, on aimerait préférer la co-création. Les résultats de l'étude sont clairs.
il faut l'implication des organisations locales et les points de vue de la communauté locale qui vont orienter la conception. On ne veut pas appliquer une approche du haut vers le bas. Non, tout à fait l'opposé. Malheureusement, si c'est une grande organisation qui a le pouvoir décisionnel, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire. Je vous souhaite de la bonne chance. Une autre question pour Wilfred. Wilfred, si vous êtes toujours là pour répondre à une question. Wilfred, vous êtes là? Oui, 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 je suis là, je suis là. Ah, très bien. Il y a une question pour vous de Marie-Dine. Elle veut savoir, quand le moment est venu pour redéfinir la population cible, est-ce que vous avez ajouté la population des réfugiés retournés dans vos rapports? Voilà, voilà la question. Oui, oui, nous avons fait cela parce que nous voulions comprendre l'impact de cette activité spécifique pour tout le programme. Voilà la raison pour laquelle nous avons inclus les personnes retournées dans notre évaluation finale. Merci beaucoup, Wilfred, et merci pour la question. OK, dernier rappel pour les questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, plus ou moins. On peut donc clore notre discussion d'aujourd'hui. Dernier rappel pour les questions. Ne voyons pas d'autres questions. Voilà, nous aurons le prochain événement, c'est le dernier événement dans la série de la cohérence HTP, des leçons de la communauté de mise en œuvre, d'opérationnalisation de la cohérence HTP. Et Jenny, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur cela? Oui, mais tout d'abord, merci Bjorn d'avoir modéré la conversation d'aujourd'hui et merci aussi d'avoir joué un rôle très important dans l'élaboration de cette étude. Je tiens à remercier Wilfred, Seth et Fridjou pour votre disponibilité. Comme vous avez dit, la plupart de ces activités ont déjà conclu, donc le fait de revenir pour nous parler de ces activités, nous l'apprécions beaucoup. Merci beaucoup. La communauté ne peut pas apprendre sans entendre vos expériences à vous. C'est quelque chose de très important. Merci pour toutes vos contributions. Et pour tous les participants à cette réunion, merci pour vos questions, merci pour votre assistance. Il est toujours très important d'avoir une communauté qui s'intéresse à l'apprentissage, qui s'intéresse à ces discussions. Et peut-être on peut mettre quelques-unes de ces pratiques prometteuses en action pour garantir la continuité de notre apprentissage et pour mieux gérer le travail de la cohérence HTP sur le terrain. Très bien. Donc, pour la prochaine réunion, idéal, travaille sur quelques notes de pratique qui se plongent dans les pratiques de la cohérence HTP pour des contextes spécifiques et des activités spécifiques. Donc, le dernier événement dans cette série va étudier ces cas et les partager avec toute la communauté pour permettre une discussion autour des bonnes pratiques qu'on a identifiées lors de ces projets-là. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous pour cet événement. Nous allons avoir une discussion très, très intéressante. Et avant de quitter la réunion aujourd'hui, s'il vous plaît, on aimerait avoir vos commentaires, vos retours. Bella vient de nous mettre un lien dans la boîte de discussion vers un sondage. S'il vous plaît, remplissez ce sondage. Nous utilisons vos commentaires pour peaufiner nos événements et les adapter à vos préférences et à vos besoins. Donc, partagez vos avis avec nous. Comment est-ce qu'elle s'est passée, la réunion d'aujourd'hui? Je vous encourage aussi à lire le rapport entier. Bella a mis encore une fois le lien vers ce rapport. Vous pouvez le télécharger
pour avoir des informations plus complètes sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et s'il vous plaît, partagez ce rapport avec vos collègues. Et restez aux aguets pour notre prochain mail. Nous allons partager toutes les informations et tous les liens par mail avec vous. Et vous pouvez partager ce mail avec vos collègues aussi. Comme cela, ceux qui n'ont pas pu assister à cette réunion auront l'occasion de suivre ce webinaire. Merci encore une fois pour votre participation active et merci Bjorn pour votre facilitation. Je vais vous dire au revoir pour le moment, à bientôt, bonne journée, bonne soirée en fonction de là où vous êtes et à la prochaine.